Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, on a deux événements majeurs de mon point de vue qui se sont produits. On a un potentiel crack sur le marché des cryptos, donc je vais faire le point avec vous, qui a été déclenché encore une fois par une annonce de Trump pour faire la guéguerre à la Chine. Et ensuite, on a Paul Tudor Jones, qui est l'un des grands traders légendaires encore en vie de notre génération, qui s'est exprimé. Et il annonce un scénario absolument hors du commun, qui est comparable à la bulle des valeurs technologiques, mais sur l'IA, en octobre 1999, où on a eu un doublement, voire plus qu'un doublement du Nasdaq, suivi d'un crack boursier qui a lapidé un nombre incalculable de petits spéculateurs et même de grands fonds institutionnels qui étaient surexposés. Donc on est, selon Paul Tudor Jones, dans un marché. On a des gains irraisonnables à réaliser en quelques mois, mais où il faut rester extrêmement vigilant et timer le marché pour pas se prendre le retour de bâton. Donc, je vais passer un peu de temps là-dessus à vous expliquer un petit peu ce qu'il a partagé sur CNBC cette semaine. Donc, ce sera à peu près vers le milieu de cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, suite au discours de Trump, on peut faire une analyse du BTC avec un petit retour de la volatilité puisqu'on a eu une semaine baissière, donc ça s'est effectué hier, on a eu un crack sur le marché des cryptos et donc du coup on a toujours cette logique de continuation. Eh bien on avait fait le premier creux ici. Je vous ai expliqué la semaine dernière que potentiellement on allait pouvoir, si la volatilité restait calme, eh bien fluctuer autour du pivot et ensuite si on avait le breakout, connaître une accélération. Donc Trump est venu mettre un petit peu de volatilité. Donc là, potentiellement, ça retarde un petit peu les échéances. On pourra avoir un deuxième creux, ensuite une stabilisation et ensuite le breakout. Donc de mon point de vue, pour le moment en tout cas, on ne change pas de scénario, on a simplement un deuxième creux avec un peu plus de volatilité, mais on reste dans la construction d'une marche d'escalier que certains pourront appeler un triangle chartiste de continuation de tendance. Vous voyez, on est dans ce beau canal haussier et on a encore vraiment beaucoup de marge à la hausse. Donc le BTC, de mon point de vue, il reste haussier sur le moyen terme et on va aller voir maintenant ce qui s'est passé sur l'Ether. Sur l'Ether, comme je vous l'explique depuis de nombreuses semaines, on est monté en ligne droite, on a tapé les ATH, donc on a besoin d'assainir, c'est-à-dire de consolider autour des ATH. Cette semaine, vous le voyez, on a une belle semaine de baisse avec Trump en fin de semaine qui a fait son annonce. Donc potentiellement, on aura un triangle chartiste là, une zone de consolidation qui aura peut-être un petit peu plus de volatilité que ce que l'on aurait imaginé. Et donc là, on aurait le premier creux ici. Et ensuite, voilà, une stabilisation. Et si on s'affranchit des plus hauts historiques, des ATH, on aura une nouvelle accélération qui pourrait nous amener sur le haut de ce canal haussier en pointillé. Donc pour le moment, l'Ether a besoin d'assainir, de consolider cet énorme run qu'il a constitué entre ici et les ATH. Il a besoin de digérer cette hausse. Et enfin, le XRP. Donc le XRP, lui, il a eu sa pattern détériorée, donc la petite pattern à court terme, c'était un triangle chartiste de continuation de tendance. Donc là, je l'ai retiré, mais on avait un creux, un deuxième creux, un troisième creux. Et si on cassait vers le haut, on avait potentiellement une accélération assez rapide à très court terme. Donc ça a cassé vers le bas cette semaine. Donc ça nous relance dans une pattern un petit peu plus longue dans le temps. Si vous vous référez notamment au CAC 40 en fin de vidéo, vous verrez, c'est le même type de pattern. On a quelque chose d'un peu plus long. Là, on est venu chercher le bas. Donc ce serait un grand triangle chartiste et il va falloir construire le deuxième creux, rebondir et ensuite calmer la volatilité sur ce pivot qui, je vous le rappelle, est lui aussi un ATH. Donc on a besoin d'assainir la situation et de là, hop là, si on a le breakout, on pourra à nouveau accélérer très fortement. Donc affaire à suivre, mais ce qui s'est passé vendredi en une séance ne remet pas en cause on va dire l'image mentale d'une continuation du bull market à long terme, en tout cas sur les majeurs cryptos.
Donc vous le savez, hein, une fois par mois, je fais les arbitrages publics pour mon portefeuille All-Weather Impulsion, qui est le noyau dur de mon futur hedge fund. Et ce mois-ci, j'ai revendu la position BTC. Donc je ne savais pas que Trump allait faire une annonce. Mes systèmes ne savaient pas que Trump allait créer un choc de volatilité sur le marché des cryptos. Et du coup, j'ai reçu pas mal de messages, notamment de proches, qui me disaient « Alors Cédric, le BTC, c'est terminé ou pas parce que tu revends ta ligne BTC, ça veut dire que tu n'y crois plus. » Et donc ma réponse c'est non, c'est pas que j'y crois plus, c'est juste qu'on est dans une période où il y a beaucoup d'incertitudes et le système tel que je l'ai conçu, eh bien je préfère qu'il me mette cash quitte à rentrer le premier du mois suivant en étant plus haut, puisque le but c'est pas d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut, c'est juste de prendre des morceaux de viande. Donc je préfère sortir de la position le 1er octobre, quitte à re-entrer en position le 1er novembre un petit peu plus haut ou même beaucoup plus haut en évitant une période de perturbation. Et là, on a eu un cas réel. Donc l'arbitrage s'est fait mercredi et vendredi. Donc c'était mercredi il y a 10 jours. Et ce vendredi-là, on a eu un choc de volatilité assez fort sur le BTC. Donc ça ne veut pas dire que le BTC part en marché baissier. Ça ne veut pas dire qu'on le mois prochain, on ne sera pas en position sur le BTC. Ça veut simplement dire que quand on est dans une période d'incertitude, la manière dont j'ai designé ce portefeuille, Impulsion, fait que vaut mieux sortir de position en attendant que les choses se tassent. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce portefeuille et mon projet de hedge fund, je vous ai mis le lien en bas de cette page et vous pourrez notamment tomber tout en bas de cette page sur la conférence Mon aventure pour créer mon hedge fund. Donc c'est une conférence de, je crois qu'elle dure 2 heures. Ouais, elle dure 2 heures dans laquelle j'explique un petit peu tous ces principes de gestion. Allez, cette semaine, je fais une petite aparté sur Paul Tudor Jones. Il a été interviewé sur CNBC et il a exposé sa thèse d'investissement pour les prochains mois. Donc c'est assez rare de l'entendre. Paul Tudor Jones, il fait partie des market wizards qui ont été, enfin moi, qui ont bercé mes débuts en bourse. J'étais vraiment passionné par son approche et j'étais très attentif à tout son parcours. Donc quand il s'exprime, c'est pas un oracle, il a pas de boule de cristal, mais en tout cas, ça vaut le coup qu'on porte intérêt à ce qu'il raconte. Donc vous pouvez retrouver cette petite interview sur internet, mais voilà, j'ai demandé à ChatGPT de nous faire un petit résumé. Et vous allez voir qu'il a une vision extrêmement optimiste et extrêmement pessimiste à court terme. Donc Paul Tudor Jones pense que nous sommes en train de revivre une bulle comparable à celle de 1999, mais potentiellement encore plus explosive. Selon lui, le climat actuel des marchés financiers en 2025 ressemble fortement à une bulle technologique, à la bulle technologique qui a précédé l'effondrement des dot-com en 2000. Sauf que là, actuellement, on ne parle pas de valeur technologique, mais on parle de valeur intelligence artificielle. Donc, dans sa thèse, dans son postulat, il fait les comparaisons suivantes. Il estime que le marché agit donc comme en octobre 1999, sauf qu'on est en octobre 2025, avec une hausse rapide et similaire du doublement du Nasdaq avant son crash. Il avertit d'une possible montée spectaculaire des actions technologiques et une frénésie spéculative accrue, particulièrement alimentée par l'intelligence artificielle et les comportements des investisseurs particuliers et institutionnels. Paul Tudor Jones rappelle que dans toutes les bulles, la majeure partie des gains survient dans les 12 derniers mois avant le pic. Et ça, c'est une réalité. Si vous regardez toutes les bulles spéculatives, c'est les 12 derniers mois où ça monte en flèche. C'est ce que moi j'appelle un climax run et qui peut même se transformer en hyper climax run. Et ça arrive toujours à la fin du mouvement quand ça se verticalise. Donc, voilà. Donc il dit, ça incite à la fois à profiter de la hausse tout en restant très agile car la chute sera probablement brutale. Donc le fameux retour de bâton dont je parle où il faut timer ses sorties de position.
Il souligne aussi des différences macroéconomiques. Donc en 1999, les États-Unis avaient un surplus budgétaire, alors qu'en 2025, vous le savez, ils affichent un déficit budgétaire significatif, ce qui selon lui pourrait aggraver les conséquences au moment de l'éclatement de la bulle. C'est-à-dire qu'au moment du retour de bâton, ça pourrait être encore plus violent que ce qu'on a vécu après la crise de 2000, donc l'implosion de la bulle des technologies. Enfin, selon Jones, cette bulle pourrait dépasser en intensité celle de 1999 avec une volatilité et un risque plus élevé en raison des niveaux élevés de liquidité, des politiques monétaires, donc on serait dans une logique où les taux seraient baissés successivement pendant les prochains mois, et des structures financières actuelles. Il conseille donc aux investisseurs de se préparer comme s'ils étaient en octobre 99 tout en restant très prudents face au risque d'un krach imminent. Donc en gros, il s'annonce à un espèce de mouvement parabolique hallucinant sur le Nasdaq qui est surreprésenté par les actions de l'intelligence artificielle. Il reste très positif sur l'or, sur le BTC, mais tout ça, au moment où la partie va s'arrêter, où la musique va s'arrêter, on aura un retour de bâton qui sera extraordinaire et d'une violence bien supérieure à celle que l'on a vue pendant les années 2000 au moment de la correction des valeurs technologiques. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Allez, petite analyse de l'euro-dollar et ensuite du dollar pour faire une analyse croisée et voir si on est dans la bonne logique ou pas. Donc je vous rappelle que l'euro face au dollar est baissier depuis 2008. Donc toute tentative de rallier et à chaque fois se prend une claque comme ça sur la tête et se fait renvoyer vers le bas d'un canal. Donc vous voyez que là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, allez, 5 fois si on est un peu large sur le canal, 6 fois, et là on serait sur la 7e fois. Je vous rappelle qu'un canal, c'est juste une zone. Il n'y a rien de scientifique, c'est une zone sur lesquelles les rallyes, ils peuvent venir et si on a une structure de retournement sur cette zone-là, on a potentiellement un retour de bâton qui est assez violent. Donc en 2025, cette année, l'euro nous a fait un magnifique rallye. Sauf que voilà, on est sur la zone, je vous rappelle, haute du canal baissier. On peut même dessiner au sein de ce canal baissier en pointillé un petit canal haussier en très plein. Et vous voyez qu'à la fois sur le canal haussier, on est sur le haut. Sur le canal baissier à long terme, on est sur le haut. À très court terme, la trendline que je vous ai mis en verte, on a cassé. Donc là, on est beaucoup plus dans la logique d'une figure de retournement qui pourrait prendre l'aspect d'une épaule, tête et ensuite épaule dans les semaines à venir. Vous voyez, le scénario que je vous ai mis en bleu est de mon point de vue le plus probable avec un retour de bâton d'ici le milieu de l'année 2026 autour des 1,05, 1,06 et si on retourne dans la logique long terme de ce canal en pointillé, on pourra aller chercher très rapidement la parité, voire en dessous de la parité. Donc mon scénario reste le même. Je suis toujours baissier sur l'euro face au dollar à long terme, non pas parce que j'ai une boule de cristal, juste parce que j'ai une méthodologie pour analyser les tendances. Et là, on est dans un excès haussier au sein d'une tendance baissière long terme qui est bien définie. Donc, toutes ces boîtes là que je vous ai mis en bleu, eh bien là, on est en train de potentiellement en créer une. Et pour que ce scénario soit remis en question, il faudrait qu'on casse cette boîte non pas vers le sud, mais vers le nord. Pour le moment, on n'y est pas du tout. Donc, pour le moment, on est toujours dans cette logique de l'euro et en surchauffe énorme. Et là, on voit bien une potentielle figure en épaule, tête-épaule qui sera en train de se former. Donc, là, on a déjà un premier plan, euro-dollar. On va aller voir maintenant ce qui se passe sur le dollar face à un panier de devises à l'international. Et là, c'est exactement le même genre de configuration. Vous voyez que depuis 2015, on a le dollar qui est dans un canal haussier en pointillé. On est allé en haut, là on est en bas de ce canal haussier en pointillé. On est aussi sur une résistance, un support horizontal. Donc, on est dans une double zone de convergence. Et qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là ? On a un point d'inflexion, une figure de retournement en double creux. On le voit bien, ce double creux, il commence à être vraiment très joli. Tac,
tac. Là, cette semaine, on est venu à nouveau chercher le pivot. Ça veut dire qu'au cours des quelques prochaines semaines, si on stabilise sur le pivot et qu'on a le breakout, on pourra très rapidement assister à une accélération du dollar face aux différentes devises à l'international et aller chercher voilà, cette zone de support, à savoir quelque chose de l'ordre de plus 7, plus 8% en l'espace de quelques mois, donc quelque chose d'assez rapide au début de l'année 2026. Donc voilà, que ce soit sur le dollar face à un panier de devises ou l'euro face au dollar, on a exactement le même type de scénario probable au cours des prochains mois, qui est un dollar qui s'apprécie de manière assez vive face aux devises internationales et notamment face à l'euro. Passons maintenant à l'or. Donc l'or coté contre du dollar américain. On est dans une situation de climax run, ça s'accélère. Vous voyez, hein, toutes ces semaines, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de hausse à la verticale. On ne sait jamais combien de temps ça peut durer, ni l'amplitude. Tout ce qu'on sait, c'est que ça ne peut pas durer indéfiniment. Donc quand on rentre dans ce type de scénario, l'idée c'est davantage de coller le mouvement ou en tout cas d'ajuster, quand on est dans des logiques de portefeuille long terme, d'ajuster sa pondération mois après mois, d'alléger pour retrouver, par exemple si on a défini 10, 15, 20% de son patrimoine en or et qu'à la fin du mois on est à 22 ou 23%, on va revendre cette surpondération pour réajuster son allocation de manière à ne pas subir trop fort le retour de bâton quand il aura lieu. Donc l'or et dans une situation où ça peut aller très vite, très haut, très très fort, c'est ce qui s'est passé pendant le dernier bull market des années 70-80, on a un or qui s'est verticalisé et il y a eu un retour de bâton exactement comme pendant la bulle des technos en 99 sur les valeurs technologiques, c'est monté très fort, climax run, hyper climax run et bien entendu c'est pas soutenable à long terme, donc on a un réajustement et c'est là où après le réajustement on peut parler de bulle parce que on est monté trop vite, trop fort et on réajuste sur une valeur qui est plus décente. Donc l'or coté contre du dollar américain est dans une situation extrêmement chaude. L'or maintenant coté contre l'euro, il est en train d'accélérer très fort. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'euro est en train de s'affaiblir. On a un euro qui a fortement monté comme vous l'avez vu juste avant pendant l'année 2015, mais l'euro maintenant il est dans une situation où au cours des prochains mois, il devrait potentiellement s'affaiblir très fortement de l'ordre de moins 10%, moins 7%. Et donc ça devrait d'autant plus amplifier la trajectoire haussière de l'or. L'or coté contre du dollar américain, si le dollar américain ne bouge pas, mais que l'or monte de 5%, l'or a monté de 5% par rapport au dollar américain. Mais si l'or coté contre de l'euro augmente, mais que l'euro au même moment perd moins 5%, bah là on a un différentiel de plus 10%. Donc de mon point de vue, là, l'or, s'il continue à être acheté massivement à travers le monde, l'or coté contre de l'euro devrait faire une plus grosse performance graphiquement que l'or coté contre du dollar américain. Après, à la fin de la fin, ça ne change rien dans le sens où si vous avez des dollars et que vous achetez votre or contre du dollar et qu'à la fin du run, vous revendez, vous vous retrouvez avec des dollars et que ces dollars, vous les convertissez en euros, ça ne fait aucune différence avec vous avez des euros maintenant, vous achetez de l'or contre les euros, vous revendez votre or, vous avez des euros à la fin et vous convertissez vos euros en dollars. À la fin, l'équation mathématique est la même. Je sais qu'il y en a plein qui ne comprennent pas cette logique, mais c'est comme ça. Faites juste un test entre ici et ici. Faites ce que je viens de vous expliquer. C'est à ça que servent les salles de marché et les traders avec leur carry trade. C'est à gommer justement ces écarts de fluctuation. Allez, le silver, l'argent métal, lui, est rentré dans sa phase de rattrapage. Vous savez, le silver... la plupart du temps, il bouge très peu, mais dès qu'il fait un rattrapage par rapport à l'or, il a souvent du retard, parfois de l'avance, assez rarement. Mais en tout cas, il y a toujours des séquences de rattrapage et elles sont assez vertigineuses. Donc là, on avait un silver qui évoluait tranquillement entre guillemets dans un canal haussier en très plein et bien au cours des 2 dernières semaines, on a cassé par le haut ce canal. Ça veut dire qu'on rentre potentiellement dans une séquence d'accélération de type climax run, exactement comme ce qu'on a vécu sur l'or coté contre du dollar américain. Je vous en ai parlé pendant des mois et des mois tout au long de l'année 2015. Là, potentiellement, le silver est en train de mettre en place ce type de mouvement vertigineux,
voilà, très abrupte, mais dont le retour de bâton est tout aussi vertigineux. Donc affaire à suivre. En tout cas, on n'a pas encore franchi sur le silver les plus hauts historiques. Donc c'est pour ça que je pense qu'autour de cette zone-là, on devrait avoir une pattern de consolidation de type ta séance. C'est vraiment les patterns de consolidation qui sont des patterns de bull market, de climax run, d'hyper climax run, et elle devrait s'inscrire autour des plus hauts historiques avant ensuite d'avoir un nouvel envol. Donc affaire à suivre sur l'argent métal. Analyse USP 500 avec une semaine baissière. Donc la baisse s'est produite en fin de semaine, donc vendredi, avec une annonce de Trump. Comme d'habitude, notre cher Trump, vous vous rappelez, hein, les droits de douane qui ont déclenché ce magnifique V-bottom. Eh bien là, il est en train de nous faire une espèce de relique barbare des droits de douane sur les terres rares, donc en Chine. Donc bref, on verra ce qu'il en est. Pour le moment, on est exactement dans le même schéma que celui du V-bottom de la crise lockdown, la crise Covid, à savoir boum boum, et on repart avec une volatilité stable et linéaire pendant un bull market. On a eu notre fameux V-bottom de la crise Trump, et là on est dans des conditions de marché qui sont stables et linéaires. Donc bien entendu, ça ne monte pas jour après jour comme ça en ligne droite jusqu'au ciel. Il y a toujours des petites perturbations, mais dans ce type de conditions de marché, en général, les annonces négatives sont très vite absorbées par le marché. Donc on verra hein, probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après, on touchera la trendline, on ira peut-être un petit peu plus bas que cette trendline, mais pour le moment, le scénario à privilégier est celui de, à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, la volatilité reste contenue, elle est très vite absorbée et on repart assez rapidement sur la tendance de fond qui est haussière. Donc voilà, ça c'est pour le SP500. On va aller voir sur le Nasdaq. La logique est exactement la même. On a notre V-bottom de la crise Trump. On est dans une logique linéaire et peu volatile sur plusieurs mois. On a cette semaine une semaine de baisse. Probablement la semaine prochaine et la semaine d'après, on ira chercher la trendline, ou en tout cas ce petit support horizontal. Donc grosso modo, cette zone-là. Et dans cette logique de trend haussier avec peu de volatilité, ça devrait être le maximum bas au cours des 2 prochaines semaines. Donc l'avenir nous le dira, mais en principe, ce que l'on est en train de vivre avec Trump et ses déclarations, dans les conditions de marché actuelles, elles n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé en 2025. C'est comme ça qu'on fait on va dire des projections. On va aller voir maintenant du côté du marché européen. Alors, le DAX, lui, cette semaine, il a tenté une petite incursion là sur des nouveaux plus hauts historiques. Il est revenu à l'intérieur. Donc, je vous rappelle qu'on est en train de construire un magnifique triangle au sein d'un canal haussier, au sein d'une belle tendance haussière. Et donc là, dans l'idéal, pour qu'on ait quelque chose de vraiment de type cas d'école, il faudrait qu'au cours des prochaines semaines, on continue à faire un petit creux comme ça, ce que je vous ai dessiné en bleu. Et ensuite, on ait le breakout. Et là, on aurait vraiment une pattern de type cas d'école qui correspond au livre d'analyse chartiste. Sur le CAC 40, donc la semaine précédente, on a vu le fameux breakout qui nous permettait de nous émanciper de cette marche d'escalier qui a pris la forme d'une énorme tasse avec une anse. Je vous rappelle que sur la fin, cette anse était bien resserrée, donc ça c'est vraiment typique des mouvements qui ont un fort potentiel derrière. Cette semaine, on stabilise, on est toujours au-dessus du pivot. On est à l'intérieur de la séance de breakout, séance qui était très forte. Donc pour le moment, il n'y a actuellement rien à remettre en question sur ce scénario qui est une potentielle accélération du CAC 40 au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Allez, 2 choses avant de nous quitter. Je vous rappelle, Paul Tudor Jones, il annonce une hausse mais aussi une baisse. Petit rappel du comportement de mon projet de hedge fund au cours des dernières crises. Donc le portefeuille à impulsion pendant la crise de 2008, il s'est extrêmement bien maintenu. Pourquoi? Parce que j'ai designé ce portefeuille pour pouvoir se protéger des crises avant de faire des gains. Les gains, ce n'est que la cerise sur le gâteau. La crise du lockdown, vous voyez en bleu,
là aussi, très bien comporté. La crise de 2022, donc crise inflationniste et du krach obligataire, il est resté extrêmement stable alors que le SP500 dévissé. La crise des tarifs de Trump, là aussi, le portefeuille s'est extrêmement bien comporté. Il est resté à proximité de ses plus hauts alors que les indices boursiers ont fait une espèce une chute, un plongeon extraordinaire. Donc l'idée de ce portefeuille, encore une fois, c'est qu'il puisse à la fois profiter des bonnes conditions de marché, mais surtout de se protéger des mauvaises conditions de marché. Donc si notre cher Paul Tudor Jones a raison et qu'on voit le Nasdaq doubler pendant les prochains mois et qu'ensuite il perd moins 80% de sa valeur, l'idée c'est d'avoir un portefeuille qui permette de à la fois se protéger tout en profitant de ces belles périodes. Et je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire sur ma mailing list parce que je suis en train de vous préparer une nouvelle conférence en rapport avec mon projet de hedge fund que j'essaie de documenter publiquement et je pense que je vous enverrai ça à la fin du mois d'octobre ou d'ici un mois. Donc tout cela sera envoyé à ma mailing list. Donc n'hésitez pas à vous inscrire.